Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, si vous êtes passionné de chevaux et de développement personnel, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans l'histoire d'une cavalière internationale de complet. Alors, cette cavalière internationale de complet, en août 2024, a réussi à se hisser à la 2e place du ranking mondial. C'est une jeune maman passionnée de chevaux et passionnée de sport de haut niveau. Alors, je vous emmène dans la vie de Lara de Liedekerk et on se retrouve directement après. Dis-moi un peu, par simple curiosité, le nom de ton poney préféré, donc celui qui a eu ta petite préférence quand tu étais au Poney Club. Mon tout premier poney, ça s'appelait Nougat, donc le poney qu'on a acheté. Mais mon poney préféré, ça a été mon poney avec lequel j'ai fait mes premiers championnats d'Europe, qui s'appelait Loulou, qui a été extraordinaire, mais qui a été le cheval le plus compliqué que j'ai jamais eu, je pense. On ouvrait une canette de coca à 1 km à la ronde, il l'entendait, il faisait demi-tour et il essayait de partir. Donc c'était un poney très très inquiet et qui m'a fait beaucoup plus comprendre les chevaux dans leur globalité et leur instinct très... grégaire, qui aujourd'hui me fait d'adorer cet animal au plus profond de moi-même, quoi. Ok. Et donc, Loulou, comment il a fait pour t'amener jusqu'au championnat? Il m'a fait manger mon pain noir, encore et encore et encore. Heureusement, ma maman et mon grand-père, qui étaient très investis dans les chevaux, étaient convaincus que c'était un bon achat. C'était un poney de 6 ans. Quand on a fait un essai, j'avais jamais sauté aussi haut qu'avec ce poney. Et mon grand-père trouvait qu'il était fantastique et je le détestais. J'en avais peur. C'était tout ce que j'aimais pas. Mais bon, voilà, j'avais pas vraiment mon mot à dire. Après, bon, j'étais jeune, donc je connaissais pas non plus vraiment. Et puis, je me suis cassé le dos à ski 3 semaines après l'avoir acheté. Et donc, je me suis retrouvée dans un plâtre et puis dans un corset. Et donc, en fait, c'est ma maman qui a commencé à le travailler. Et je me rappelle, j'allais la voir parfois et un jour, elle s'est fait emmener par le poney qui allait de plus en plus vite et mon grand-père disait « Lève une main, lève l'autre main, lève l'autre main. Attends qu'il se calme !» Et donc elle galopait. Et j'étais là, j'avais dit. Et au final, et donc elle a quand même vraiment beaucoup travaillé. Et puis après, moi j'ai repris les rênes, mais du coup presque 8-9 mois plus tard. Et maman le connaissait un peu mieux, donc elle se rendait compte qu'il fallait pas brûler les étapes. Et puis j'ai fait les quelques concours, ça a toujours été très très sportif. Et puis la première année où j'ai voulu aller au championnat d'Europe, il y a eu aussi un peu un tournant dans ma carrière, c'est que je considérais qu'on avait 6 poneys qui devaient aller au championnat d'Europe. Et il y a 2 poneys qui ont été sélectionnés, qui avaient été systématiquement derrière moi dans le processus de sélection, dans les concours de processus de sélection. Et donc j'ai senti un peu une injustice, pourquoi pas moi. Il y avait un peu comme parfois en Belgique, il y avait le conflit un peu politique, c'était des néerlandophones qui sélectionnaient, c'était que des néerlandophones qui allaient. Donc après, comme toujours, un peu mentalement, on se dit, de toute façon, le monde entier est contre nous, voilà. Et puis, je me suis un peu renseignée, voilà. Et puis, en fait, quelqu'un m'a juste dit, l'année prochaine, si tu veux y aller, tu dois juste être la meilleure. Et c'est des petites phrases comme ça, un peu. Et puis après, l'année d'après, ça a été une déception à avaler, et puis une petite montagne à grimper. Et puis, une fois qu'on est en haut, on voit plus loin. Et du coup, l'année d'après, j'ai retravaillé mon poney. Et puis, on a été en 2003 à notre premier championnat d'Europe avec lui. Et on a terminé meilleur belge avec une médaille de bronze avec l'équipe. Donc, c'était vraiment une super expérience. Premier concours international, 2 jours ou 3 jours de camion pour le poney. Toute une aventure. Ma mère et moi, on était super stressés. Et c'était super chouette. C'était trop bien. Le team avec l'équipe belge et tout. Donc au final, je pense que rien n'arrive par hasard. Peut-être l'année d'avant, j'aurais été sélectionnée, mais j'aurais eu une moins belle expérience, j'aurais été moins prête mentalement, je ne sais pas. Donc voilà, c'est vrai que parfois c'est difficile, mais au final, de nouveau, ça a été une petite expérience qui a fait que peut-être ce que je suis aujourd'hui. Et l'année d'après, on a de nouveau retourné au championnat d'Europe. Et puis après, malheureusement, à 16 ans, quand on n'est plus en poney, on doit se séparer de son poney. Ce qui a été difficile, mais on lui a trouvé une maison en Belgique. Et puis au fur et à mesure, après, le processus s'est fait, je m'en suis un peu détachée. Et puis il a pris quelques cavaliers après. Et je crois qu'il est toujours en Belgique pour l'instant, mais j'ai plus vraiment de nouvelles. Mais il ne doit plus être très jeune aujourd'hui. Ok. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui s'est passé pour toi quand on t'a dit, tiens, pour être sélectionné,
il n'y a qu'à être le meilleur. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi quand tu as entendu cette phrase-là? Ça a été très dur, parce que pour moi, d'abord, une sélection, ça doit être juste. C'est pas d'office le meilleur. Il y a 6 places, ben, il y a 6 personnes qui peuvent y aller. Pourquoi être d'office la meilleure? C'est difficile de se dire qu'on ne contrôle pas tout. C'est difficile de se dire que la décision ne dépend pas toujours de nous, que même si on fait son meilleur, parfois ça ne suffit pas. Donc c'est une grosse remise en question. Et puis après, c'est essayer de se centrer sur ce qu'on peut contrôler, ce qu'on peut améliorer, et être la meilleure version de soi-même. Si la meilleure version de soi-même, ça ne suffit pas, alors on fait autre chose. Mais à ce moment-là, à 15 ans ou à 14 ans, considérer qu'on a vu tous les autres, on a fait les mêmes concours, on regarde les résultats, on se dit c'est évident que je vais être prise. Et puis en fait, pas être pris, voilà, c'est dur, mais c'est la vie. C'est un sentiment de rejet, du coup, à ce moment-là? Très injuste. Je ne sais pas si vraiment ça a été le rejet, ça a été l'incompréhension, l'injustice, expliquez-moi, je ne comprends pas, montrer par A plus B sur papier que les résultats, voilà, c'est pas juste, quoi. Et puis après, essayer de lâcher prise et puis pas s'acharner sur quelque chose de toute façon qui est passé. Et puis après, c'est comme toujours, c'est un peu après quand j'ai été enceinte et qu'il y avait un championnat d'Europe qui était... une fois que le championnat est passé et que en fait, c'est derrière nous et que c'est dans le passé et qu'on est obligé de se projeter sur l'avenir, après, on pense à avancer et à s'améliorer et voilà. Et ça a servi d'expérience pour la suite aussi, j'imagine. Oui, et aujourd'hui, c'est toujours, et c'est ce que je dis à ma fille aussi, même si elle n'est pas encore dans les processus de sélection, mais il faut toujours essayer d'être le meilleur. C'est pas une concurrence vis-à-vis des autres, c'est de se dire qu'on a fait le maximum et qu'on travaille chaque jour un peu plus pour être le lendemain un peu mieux que ce qu'on était la veille. Et si on n'a pas grand-chose à se reprocher, alors je pense que même alors une sélection, voilà, j'ai pas été prise, mais si on a à l'intérieur de nous ce fait de se dire pourquoi, pourquoi? Parce que si tu avais fait encore mieux, tu aurais pu. Et donc je pense que c'est ça qu'il faut se dire, au final, j'ai pas pu faire mieux, tant pis, alors ils voulaient pas de moi, c'est pas grave, j'ai pas besoin de faire partie de cette sélection-là. Et donc aujourd'hui, j'essaye de me dire que la sélection doit être tellement évidente que je suis même pas stressée pour la sélection. Et puis au pire, si la sélection est différente, c'est pas grave. Ok. Après cet épisode poney, tu as connu la transition vers le cheval. Comment ça s'est passé pour toi? Ça, mes parents ont très bien fait. Donc en fait, quand j'avais ma première année au championnat d'Europe en 2003, mes parents ont déjà cherché un cheval junior. Et puis en fait, le cheval qu'on a voulu acheter passait pas la visite vétérinaire. Donc ma mère s'est orientée vers un choix numéro 2. Et puis, en fait, mon père adorait le choix numéro 1. Donc, on a fait une deuxième visite vétérinaire, puis une troisième visite vétérinaire, mais toujours, c'était mauvais. Et mon père a vraiment bradé le prix. Et donc, je me suis retrouvée, en fait, avec 2 chevaux. Dans mon année de 15 ans, donc à 16 ans, j'avais mon poney championnat d'Europe qui avait été l'année d'avant. Et donc, je savais ce que je devais améliorer. Et j'avais un plan très précis avec lui. Mais j'avais déjà tout le temps de former, d'habituer son œil, d'habituer la manière dont on travaille. On ne travaille pas avec un poney comme un cheval. Et donc, ça a été vraiment très progressif. Et donc, tout est venu assez naturellement, puisque je n'avais aucun stress d'objectif, aucun stress de concurrent, de compétition, absolument devoir aboutir à quelque chose. Et naturellement, les choses se sont mises en place. Et donc, ça s'est plutôt très bien passé. Ok. Et tes expériences en tant que junior, du coup, qu'est-ce que tu en as retenu en termes de développement pour toi-même? En junior, ça a été plutôt bien. On est encore à l'école, on termine l'école, on devient un peu plus ado. Et puis après, ça reste le niveau qu'on a fait en poney. Donc, on n'a pas besoin vraiment de se développer plus. Donc, c'est plutôt assez confortable. On connaît les mêmes gens. Au final, c'est les mêmes qui étaient en poney qui viennent avec nous. Donc, on reste assez longtemps dans quelque chose qu'on peut de plus en plus comprendre. Ça devient quelque chose de beaucoup plus naturel. On comprend les processus de sélection, on comprend les étapes qu'il y a avant la sélection, on comprend la préparation pour aller. Donc, ça a été très confortable. Mais après, quand on passe en jeune cavalier, ça devient quand même plus l'élite aussi dans les autres pays. Donc, la concurrence, même dans notre petite Belgique, être meilleur belge, au final, c'est pas très révélateur de la concurrence à l'étranger. Et donc, après, en 3 étoiles, en Young Riders, on se retrouve dans des compétitions où on est aussi contre des seniors. Donc, la remise en question est quand même plus importante. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que le 3 étoiles, c'est ça? Donc, ça devient quelque chose de plus professionnel, je dirais.
Et donc, voilà, après, on commence les études universitaires, on rate notre première année universitaire. Donc, ça a été tout le temps un peu pousser les limites un peu plus loin, mais donc quelque chose qui a pour moi été très, très progressif avec ces années poney, ces années juniors, ces années jeunes cavaliers. Et donc, tout est venu, au final, l'échec de ces années-là, pour moi, ça a été de rater ma première année à l'UNIF. Et ça, cette première année à l'UNIF, comment ça se passait? Donc, tu vivais toujours au milieu de tes chevaux et tu faisais les trajets, ou est-ce que tu étais... J'ai fait l'ICHEC, donc c'est une autre école à Bruxelles, qui est une école de business management. Ça a été très clair de mes parents depuis le début que si je décidais de faire les chevaux, il n'y a pas de problème. Si je décidais d'arrêter enfin, que je ne fasse pas d'études, alors eux me poussaient beaucoup pour faire des études. Si j'arrêtais, je devais partir à l'étranger et ils allaient me financer un petit peu, mais ils allaient quand même assez vite me couper les vivres. Enfin, dans le sens qu'ils veulent bien me pousser, mais à un moment, il faut quand même que je devienne auto-indépendante et autosuffisante. Mais si je faisais mes études, tant que je faisais mes études, autant de temps que ça durait, ils allaient m'aider, quoi. Et donc, je me suis dit, bon, c'est quand même bien, ce petit confort et tout ça. Donc, un bon deal. Voilà, c'était un bon deal. Et donc, la première année, quand j'étais déjà à l'école au Verseau, à Bierge, j'avais déjà pas des passe-droits, parce que ça, c'est un peu péjoratif, mais j'avais déjà des avantages avec l'ADEPS qui me permettaient de rater la gym. On avait 3 ou 4 heures de gym par semaine pour pouvoir monter à cheval. Donc, je savais déjà qu'à ce moment-là, il y avait moyen de s'arranger avec l'école. Et quand j'ai commencé avec l'ICHEC, j'ai dit très clairement que je voulais vraiment continuer à monter à cheval, que c'était super important pour moi, que c'était dans ça que je voyais ma vie, mais que je trouvais que l'ICHEC, c'était bien aussi si un jour je voulais créer mon entreprise, avoir des gestions de comptabilité, de management et tout ça. Donc au final, je leur ai expliqué, je crois que je suis arrivée de manière assez claire. Ils m'ont dit, voilà, on peut étaler les crédits. Et directement, j'ai dit que je n'avais pas besoin. Bon, évidemment, la charge de travail du Verseau et de l'ICHEC n'a pas été... voilà, c'était pas tout de suite la même chose. Donc ça, voilà, c'était un peu géré. Et puis, j'ai eu une deuxième session en néerlandais, enfin, pour 3-4 examens que j'ai bien réussi. Mais le néerlandais, voilà, pas de contact avec la prof, ça n'allait pas très bien. Et puis, mon oral de deuxième session, elle m'a défoncée. Et elle m'a même dit, bah voilà, avec ton petit 2, va falloir que tu apprennes le néerlandais. C'est sympathique. Et voilà, et donc de nouveau, des petites traces dans ma vie qui m'ont fait, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et donc à partir de ce moment-là, ça a été vraiment, j'avais fait un 9 en première cesse, j'ai fait un 7 en deuxième cesse, alors que j'ai vraiment énormément travaillé. Et de nouveau, c'est des échecs voilà, qui, je pense, nous font grandir. Et donc là, j'ai un peu perdu pied avec les chevaux, c'était pas moins bien, il y avait moins de concurrence en jeune cavalier, donc les sélections venaient quand même toujours, mais c'était pas aussi bien que ce que je voulais. Mais voilà, il fallait que je me concentre aussi sur mes études. Et puis après du coup, je suis d'office arrivée dans un étalement de crédit parce que j'ai mes cours de première que je n'avais pas réussi suffisamment bien, je les ai faits et j'ai avancé mes cours de deuxième déjà. Donc après, je suis restée sur des étalements de crédit qui venaient des horaires confortables pour que je continue à travailler dans les chevaux, mais aussi à l'UNIF. Et j'étais assez absente des cours dans le sens que j'allais au TP, j'allais aux cours obligatoires, j'allais aux cours qui étaient importants, mais j'avais des chouettes copines qui me donnaient bien leurs notes aussi. Okay. Et donc, j'ai étudié énormément pendant mes blocus. Donc, c'était vraiment la mémoire à court terme, voilà. Mais au moins, j'étais très épanouie dans mes chevaux, je me donnais à fond. Et puis après, je me disais, voilà, maintenant, c'est le deal avec tes parents. 2 mois, décembre, janvier, et 2 mois, mai, juin. Et c'était comme ça, je mettais mon programme de concours en fonction de ça. Et du coup, ça se mettait bien. Et je pense qu'au final, c'était un très bon choix de mes parents. Et de nouveau, ces petits échecs à l'école, à l'UNIF, ont été plutôt même très utiles dans ma carrière sportive aussi. Mmh. Et quelle est l'utilité première d'avoir vécu ces échecs? De relativiser. Voilà, la vie est faite d'échecs aussi. On n'a pas une vie, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est ça qui fait que la vie est vibrante. C'est d'avoir des échecs, de les surmonter, de se dire que voilà, on est un peu plus fort. Et l'échec, sur le moment, c'est très dur. Mais on a tous des échecs, même des gens un peu moins poussés intellectuellement ou même moins ambitieux dans leur carrière. Parfois, on apprend à marcher, on tombe. Enfin, veut dire, c'est ça qui, moi, me fait vibrer. Et veut dire, sur le moment, je suis très caractérielle, je suis très ambitieuse, ça m'énerve. Pourquoi? Et puis après, lâche prise, c'est pas grave, ta vie n'en dépend pas. Évidemment, c'est après réorganiser son planning. Ça aurait été plus facile de réussir en première cesse, mais peut-être que j'aurais raté l'année d'après. Donc voilà, je pense que juste vraiment apprendre que c'est pas grave d'échouer. Mmh. Et puis on refait pas l'histoire. Donc elle est faite, elle est faite. Non, exactement. Par rapport à cette période où tu étais à l'UNIF,
Parce qu'en fait, il y a énormément de jeunes athlètes qui rencontrent à ces moments clés, donc les moments d'études universitaires, des difficultés mais à allier le sport et les études, mais également à allier sport, études et vie sociale. Donc comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Moi, pas avoir de vie sociale. Moi, jamais, enfin, j'ai jamais été très vie sociale. Mon épanouissement, c'était les chevaux, et ma vie sociale, c'était les concours. Donc, c'était quand, voilà, et j'avais un peu de vie sociale à l'UNIF, mais j'ai jamais été une grosse sorteuse, j'ai jamais ressenti ce besoin d'avoir vraiment, ouais, enfin si, j'ai une vie sociale, mais vraiment, 10% de ma vie, voilà, c'était à mon avis 40% l'échec, enfin les études universitaires, 10% un peu. Parfois, c'était plus pour m'obliger en fait à sortir un peu de ouais, d'être un peu, aller voir des gens et tout ça, mais c'est jamais quelque chose dont j'ai profondément ressenti le besoin. Ok. Et donc, tu arrives à la fin de tes études universitaires, et puis là, il y a une première décision importante pour toi. Raconte-moi peut-être comment est-ce que cette décision s'est prise? C'était assez naturel en fait. J'avais fini mes études, je voulais monter à cheval. J'avais des chouettes chevaux, ça allait bien. J'avais une écurie à Rosières qui fonctionnait bien, j'avais des clients. J'avais pas encore vraiment des propriétaires, mais on avait des chevaux et ça se fonctionnait bien. J'avais une chouette bourse de l'ADEPS. Et donc, j'étais pas autosuffisante, mais avec mes petites leçons à côté et tout ça, ça n'a pas été une décision que j'ai pris longtemps à prendre. Voilà, j'avais rempli mon deal de faire mes études, j'étais diplômée. Et puis, c'est venu naturellement de devenir cavalière professionnelle. Et est-ce qu'on peut dire que cette décision était prise avant même que tu ailles à l'UNIF? Oui. Tu savais déjà ce que Je savais, oui. Je savais que l'adrénaline des concours, que les chevaux, tout ça, c'était ma vie, quoi. Et oui, ça a été pris depuis très longtemps. Je ne sais pas exactement quand, parce qu'en poney, je ne dirais pas que j'y pensais déjà, en junior non plus. Je ne sais pas, un jour, voilà, je me suis levée, je savais que c'était ça que je voulais faire. Ok, hop, tout droit et... J'ai eu une rencontre avec Karine Domkers, qui est cavalière professionnelle du coup aussi, et qui avait été à Sydney, qui avait fait une très grosse chute à Sydney et qui s'était fracturé le dos. Et elle m'avait dit, et c'est elle qui avait un peu poussé mes parents aussi, elle avait dit, voilà, moi, j'ai pas fait d'études, si un jour je peux plus monter à cheval, je sais pas quoi faire de ma vie. Et donc en fait, une fois que je m'étais lancée dans mes études, c'était vraiment pour me dire, mais après, tu auras ton bagage, si un jour tu es en chaise roulante ou tu as un accident ou tu as une déception qui fait que tu veux plus monter à cheval. Mais je savais en commençant mes études qu'après, c'était pour monter à cheval. Ouais. Ok. Est-ce que ça t'a aidé d'une certaine manière à relativiser l'enjeu d'être une professionnelle du cheval? J'ai jamais vraiment mis la pression sur ça. C'était juste une suite logique. Il n'y avait pas d'enjeu, je sais pas, j'ai pas vraiment cru qu'il y avait un enjeu financier. Il n'y avait pas d'enjeu spécialement sportif non plus. C'était ce qui me rendait heureuse. Après, je pense qu'une fois qu'on est avec les chevaux, peut-être on a un moment, une carrière qui va être de concours complet, puis de dressage, puis on va commencer à donner cours. L'avantage de l'équitation, c'est qu'on peut avoir tellement de casquettes différentes. Je pourrais juste entraîner, je savais juste que être autour des chevaux, avec les chevaux, sentir le crottin, enfin, voilà, le contact du cheval était quelque chose qui était devenu addictif. Et donc, je savais que c'était ça que je voulais faire. Je ne sais pas vraiment la carrière que je voulais avoir à ce moment-là, mais être avec les chevaux, ça, je savais. Ok. Et donc, tu arrives dans le monde des seniors, du coup. Et comment ça se passe pour toi? Alors ça a été très dur aussi. Parce qu'en fait, la première année des seniors, c'était les championnats du monde. Donc, en fait, les championnats du monde, c'est sur un niveau 5 étoiles. On n'était pas beaucoup. Ma jument a été qualifiée. Je me retrouve sélectionnée. Les championnats du monde sont au Kentucky en 2010. J'ai 22 ans. Toute jeune encore. Toute jeune. Oui, vraiment. Pas énormément d'expérience à ce niveau-là. Le staff était très réduit. Il n'y avait pas beaucoup de staff. Il n'y avait pas vraiment d'entraîneur. Il y avait un chef d'équipe, mais il n'y a pas de coach. Donc, je décide d'aller là-bas avec mon copain, avec mon coach, qui était un super chouette coach, mais toujours un peu concerné par tout ce qui se passe autour, même quand je suis à cheval, quoi. Donc, pas super concentré sur moi. Et puis, il y avait sur le cross une combinaison que je n'aimais pas. On avait beau me tenir les épaules, me dire c'est là que tu dois aller et tout, je ne voyais pas comment je devais sauter cette combinaison. Il y avait A, B, C, je voyais le A, B et le C n'était jamais dans l'axe. Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'on me disait. Et puis pour finir, je pars sur le cross et puis j'ai un refus sur le C. Bien la preuve que le mental est un... Voilà.
Grosse coïncidence, mon mari actuel, ça peut paraître mon mari, commentait sur Eurosport Allemagne. C'était un coffin, donc c'était un vertical, une foulée, un trou, 3 foulées après une pointe. Il dit, il ne me connaissait ni d'Ève ni d'Adam à l'époque, il n'avait jamais entendu parler de moi, et en rentrant dans cette combinaison, il dit meilleure entrée du coffin de la journée. Et j'étais 69, quoi, donc j'étais vraiment, ou 70, j'étais vraiment loin, loin, loin sur la série. Et je suis rentrée parfaitement dans cette combinaison. Mon cheval n'aurait jamais dû passer à côté du C, mais je ne comprends pas, dans mon body language, dans la manière dont j'ai abordé cette combinaison, je n'avais pas compris. Donc voilà, grosse désillusion. Première fois que je suis en championnat où je fais un refus sur le cross, tellement décevant. La jument le lendemain n'est pas en super forme. Bon, pour finir, on arrive, mais un gros stress à me dire est-ce que c'est ça que je veux, faire des championnats avec l'élite du senior. Donc les gens avaient parfois 20, 25 ans plus âgés que moi. Voilà, très belle expérience, mais sportivement, presque un échec. Parce que voilà, le dressage était assez médiocre. Ma jument n'avait pas encore les exercices en elle, moi, j'avais aucune expérience à ce niveau-là. Le cross, moyen. Mais, cerise sur le gâteau quand même, on qualifie la Belgique pour les Jeux Olympiques de Londres. Donc, quand même, un petit peu une voix qui me dit « Ok, grâce à toi, la Belgique a une équipe qui ira à Londres, il faut y croire et tout ça. » Donc, j'étais très mitigée. J'ai pas trop aimé aussi l'épisode vétérinaire avant le jumping, où la jument était pas très bien, et puis c'était quand même important, il y avait un gros enjeu. Donc, on a dû beaucoup la trotter, l'échauffer, essayer qu'elle soit bien. Bon, au final, on n'a pas passé un cheval qui était boiteux, parce que s'il était boiteux, il n'aurait pas passé. Mais c'est très dur de rentrer sa petite âme de petite fille qui aime son petit cheval et de rentrer dans ce monde où, en fait, on en fait notre profession et chaque enjeu, there's something at stakes. Je ne sais pas vraiment comment je peux dire ça en français, mais il y a chaque fois quelque chose derrière qui est plus que juste une petite participation. Là, il y avait le comité olympique belge qui était là, et si j'étais là, je ne veux pas sauter mon cheval, on m'aurait dit, attends, t'as amené ici au Kentucky, là, maintenant, tac, tac, tu y vas, quoi. Et pas qu'il m'aurait poussé à faire quelque chose contre mon cheval, mais j'avais plutôt mon petit cœur tout doux qui était un peu genre, elle est fatiguée, c'est peut-être un peu trop pour elle. Et j'avais pas encore ce caractère un peu, ça va, si elle va, ça ira, si ça va pas. Donc voilà, je suis rentrée à la maison, on était très contents, on était qualifiés pour Londres, mais je sais pas, c'était pas ce que j'attendais. Si tu devais décrire l'émotion dans laquelle tu te trouvais à ce moment-là, comment est-ce que tu la décris? De manière très, très bizarre et paradoxale, je dirais triste. Triste de ne pas avoir été à la hauteur, triste de ne pas avoir apprécié, parce que ça avait quand même, c'était un rêve pour une gamine de 22 ans, première année en senior, hop, aller au championnat du monde et tout. Et un peu une désillusion, en fait. Pourquoi tu fais ça, voilà. Et l'année d'après, on essaye de se qualifier, d'aller au championnat d'Europe, la jument se blesse. Et en fait, je crois qu'intérieurement, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et tout ça. Et je reçois... Enfin, on était au championnat d'Europe. Et le coach de l'équipe à l'époque dit à ma mère mais de toute façon, vous êtes la seule en famille en Belgique qui pouvait vous acheter un cheval pour que votre fille aille au championnat d'Europe l'année prochaine. Aux Jeux Olympiques l'année prochaine. Et là, j'entends ça et je me dis, en fait, c'est à ça que je suis réduite. Une sale gamine qui a plein d'argent et qui... Alors que mes parents ne m'ont jamais acheté des chevaux chers, qu'on n'a jamais arrivé avec des gros camions. Voilà, je trouvais ça tellement nul, en fait. Tellement nul de me réduire juste à cette image péjorative qu'il avait de moi, parce que vraiment, je pense que c'était pas du tout ce que j'étais. Et puis après, ma mère se rendait compte quand même que je lâchais un peu. Elle se rendait compte que peut-être... Je me suis dit, mais en fait, j'ai pas de vie sociale, j'ai peut-être envie d'être comme les autres, je suis pas sûre que j'ai vraiment envie de faire ça et tout. Et là, je crois que ma mère a un peu paniqué parce qu'elle avait construit mes écuries à Rosières, on avait une piste intérieure, une piste extérieure, on avait quand même un chouette patrimoine, et elle sentait que le doute. Ouais, le doute, ouais. Le doute de vouloir faire ça, le doute de ce sport de niveau qui est ingrat, où il n'y a que la performance qui compte, il n'y a que le résultat qui compte, le côté humain est souvent perdu en route, la performance. Et donc là, pour finir, il m'achète un cheval, vraiment pas cher, on s'est fait arnaquer, enfin vraiment... on a été le voir, elle se faisait chaque fois éliminer en dressage, et là, il s'est fait piquer par une guêpe, et là, le juge a trouvé qu'il était boiteux, et évidemment naïf, comme je ne sais pas quand on a acheté ça, et j'ai pas été aux Jeux Olympiques de Londres, de fait. Et ça, je trouve que souvent, en tant qu'athlète de haut niveau, on passe par Olympiade.
Une fois que l'Olympiade de Londres est passée et que j'étais très déçue, que j'avais qualifié la Belgique pour y aller et que je n'avais pas été et tout ça, il y a eu un peu une descente de pression à vraiment me dire, OK, t'as pas été à Londres, bon voilà, mais t'avais quand même très envie d'aller à Londres. Et c'est pour ça que t'es déçue, et c'est pour ça que t'étais triste que ta jument ait été blessée et tout ça. Et je crois que j'ai fait un gros amalgame d'émotions à ce moment-là. Et je crois que j'ai dû aussi comprendre que la vie de sportif, il y a ces émotions-là aussi. Et donc, et après, on est reparti doucement, on avait des jeunes chevaux, et puis de fil en aiguille, ça m'a procuré du plaisir de les redévelopper, et puis une étape à la fois, et puis je me suis retrouvée de nouveau à faire du sport de haut niveau. Ok. Et quand tu disais qu'il y avait tout cet amalgame d'émotions qui arrivait un petit peu malgré toi, et par le fait aussi que la pression, j'imagine, génère tout ça, comment est-ce que tu as sorti ton épingle du jeu de ce tourbillon d'émotions? J'ai pris le temps. J'ai vu que ma mère était un peu angoissée. J'ai continué à monter des chevaux plus simples, sans objectif, sans stress pour moi-même, sans stress pour le cheval. J'ai repris du plaisir à aller au concours. Des tout petits plaisirs de la vie, quoi. Oh, ce cheval est dread un peu à droite. Ah, mais maintenant c'est mieux. Ou ah, ce cheval a mal changé de pied. Ou ce cheval n'arrivait pas à faire... Et juste reprendre plaisir, en fait. Et je pense qu'en cours de route, avec poney, junior, et tout, et avoir une sélection si facile, si aisée, parce que la Belgique, c'est quand même un avantage, c'est que la concurrence est inférieure que dans d'autres pays, donc on a plus facilement une sélection. Mais du coup, après, on est moins préparé parfois. On est moins... et donc, des petites choses, des petits plaisirs, des chevaux plus simples, des chevaux... Voilà. Et puis, en 2013, j'ai eu Ducati Van den Overdam, qui est un cheval qui m'a marqué après, qui était nulle part, que j'ai reçu de mon oncle comme cheval de chasse à court, qu'il allait venir commenter le week-end, puis il n'est pas venu. Et donc, la vie m'a offert après d'autres rencontres qui a fait que j'ai pu rebondir, mais j'ai pas vraiment réfléchi sur le moment. J'étais dans le doute, et puis à un moment, ça s'est remis sur les rails. J'ai pas paniqué, je crois. Ok, donc tu es resté dans le calme, tu es revenu à l'essentiel quelque part? Je pense. Il n'y a pas eu à ce moment-là, il y a eu en poney, il y a eu une approche sophrologie, mais il n'y a pas eu à ce moment-là d'aide ou d'encouragement de personnes extérieures d'aller voir un coach mental. Donc en fait, j'ai process moi-même. J'ai avancé une étape à la fois. J'aurais pu probablement être aidée à ce moment-là, mais voilà, ça n'a pas été le cas. Et it's OK. Enfin, aujourd'hui, voilà. Mais il y a d'autres étapes plus loin qui m'ont permis de rebondir vers le coaching mental. Mais je me dis aujourd'hui, peut-être que si en 2012, on m'avait expliqué que j'étais déçue et que voilà, peut-être j'aurais compris plus facilement ce qui m'était arrivé. C'est après coup qu'après on comprend, quoi. C'est quelque part mettre des mots sur ce qui t'a Voilà. Et là, j'en avais pas. J'étais juste pas dégoûtée, mais déçue, triste. Voilà, que tout d'un coup, comme si le vent avait tourné, quoi. Tout était venu facilement et puis là, il n'y avait plus rien qu'à aller. Et en même temps, tu as rebondi. Oui. Et du coup, la suite de tout ça, comment ça s'est passé pour toi? La suite de tout ça, ça a été... La première chose, ça a toujours d'essayer d'avoir un cheval A et B. De ne pas imposer à un cheval mes ambitions, mes objectifs, et de me retrouver en fait dépendant d'un cheval qui va peut-être avoir des problèmes de santé, où je vais me sentir d'abord vouloir aller plus loin, parce que voilà, malgré tout, on travaille beaucoup, et puis d'un autre côté, aller contre le cheval parce qu'il n'est pas en forme, ou il a une baisse de forme, ou voilà. Donc après, j'ai réussi à m'entourer de gens qui a fait que j'ai eu mon premier cheval de propriétaire, puis mon deuxième, puis mon troisième, et chaque fois essayer d'avoir un cheval numéro 1, un bis, plus ou moins. Et donc, après, j'avais Ducati qui est là, puis j'avais Alpaga avec Rouge, et puis j'en avais chaque fois 2, et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas... C'est quelque chose que j'ai préparé, à mon avis, de 2012, où chaque fois avoir un piquet un tout petit peu plus... Pas fourni, parce qu'au final, il n'était pas beaucoup plus fourni, mais d'avoir plus d'homogénéité dans mon piquet. Et après, d'avancer sereinement avec un cheval et de me dire, bah, OK, celui-là, peut-être il a besoin de plus de ça. Et puis, mettre quand même tous les deux, essayer de les orienter vers le même objectif. Et après, pouvoir sentir au fur et à mesure et pas sentir sous pression qu'il fallait que ça aille avec ce cheval-là. Et puis après, il y a eu toutes ces années, 2013, 2014, très belles années, très chouettes. 2015, on ne s'est pas qualifié en 2014 pour les Jeux de Rio, qui a été quand même, je dois dire, un objectif après ma non-participation à Londres, puisque ma jument était blessée. Mais en 2015, je tombe enceinte. Donc là, voilà, je me marie en 2014. Il y a aussi ce choix de vie-là, créer une famille, se marier, être super épanouie, mais d'être complètement
bipolaire, schizophrène, de se dire je ne veux pas sacrifier du temps, là je suis bien, mes choses sont en forme, je ne veux pas être enceinte, je ne veux pas. Mais de se dire c'est mal, il faut, tu vas être contente et tout ça, mais de vraiment, c'est dur d'arrêter, c'est dur de voir les autres continuer à avancer, c'est dur de savoir que nos choses sont en forme et qu'on peut pas. On peut pas, qu'on a un petit être en nous qui grandit, qui dépend de nous et qu'on peut pas être égoïste comme ça. Mais toute ma vie jusqu'à là, j'avais quand même pu être égoïste, de toujours pouvoir faire les choix que j'avais envie, moi, de faire et pas, voilà, là. Donc ça a été très dur. Très, très dur. Surtout qu'en 2014, j'avais vraiment atteint la 12e place mondiale. J'avais fait une année fantastique et tout ça. Puis on voit son ranking qui descend et qui descend et qui descend. Et les autres qui s'améliorent. Et puis en 2015, bien ronde, je regarde les championnats d'Europe à Blair Castle, qui étaient qualificatifs pour les Jeux de Rio. Et je les vois échouer un par un. Et donc je vois mon rêve sur mon lit enceinte, mon rêve des Jeux s'envoler. Parce que je sais à ce moment-là que la Belgique ne va pas avoir d'équipe et que moi, je ne vais pas pouvoir faire des points individuels parce que je ne peux pas monter. Et là, de nouveau, très, très, très dur. Très, très dur. Pourquoi je m'acharne à vouloir faire ce sport de niveau et les planètes ne s'alignent pas. Et puis, on relativise, on a un enfant, c'est trop bien. C'est quand même quelque chose qui fait qu'on doit vraiment relativiser, quoi. Se rendre compte qu'il y a des choses quand même bien plus importantes que le sport et que ses performances et que l'amour des gens qui nous entourent. Et voilà, c'est tellement important. Et puis après, remonter, se rendre compte qu'on n'a plus les mêmes sensations, que notre corps est flasque, que notre œil plus le même qu'avant, que les chevaux réagissent différemment, nous aussi, qu'on a peur. Enfin, peur, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais on a cet instinct maternel qui fait qu'on réagit différemment. Avant, un cheval est un peu difficile, on donne un coup de jambe et on dit « allez, vas-y ». Là, on se dit ah, et je pense qu'on a cette voix qui se dit « attends, il y a quelqu'un à la maison qui t'attend ». Et ça met du temps à process. Ça met du temps à comprendre qu'on n'est plus vraiment au contrôle de son corps. Oui, on l'est, mais on a quand même des voix loin, loin dans notre tête qui font que c'est plus nous qui sommes vraiment en contrôle. Et ça aussi, ça met du temps. Mais voir notre mari heureux, voir notre fille qui grandit, toute notre famille autour, on essaye de se dire ça va aller, ça va aller. Et ça prend du temps. Ça prend du temps à revenir et ça prend du temps à refaire des résultats. Et jusqu'en 2020, puis j'ai fait Arthur. Tu as 2 enfants? J'ai 2 enfants. Oui. Et puis j'ai fait Arthur et j'ai accouché en mai. 3 semaines après, pas du tout la même chose. Très belle grossesse 2 fois. Donc ça, j'ai eu énormément de choses. J'ai eu chance. Et par contre, là, j'avais les championnats du monde et qui étaient aussi qualificatifs. Et j'allais pas me refaire avoir. Mais les championnats du monde étaient en septembre et j'ai accouché fin... Ils avaient annoncé 6 juin. Donc je savais que j'avais pas beaucoup de temps. Donc j'ai monté très longtemps, mais j'avais l'accord de mon kiné, j'ai rien fait de dangereux, mais j'ai monté mes 2 chevaux pour les Jeux mondiaux, je les ai montés très longtemps. Et donc j'ai moins perdu en sensations. Et 5 jours après avoir accouché, j'étais à cheval. Évidemment, la médecine a fait aussi, j'ai pas eu d'épisiotomie, vraiment tout s'est mis là dans le sens que j'espérais. Et puis 3 semaines après, j'ai fait concours ici à Arville, 4 étoiles, super bien passé. Et puis je vais au championnat du monde. De nouveau, moi, complètement... Voilà, je vais au championnat du monde, j'allaite mon fils, des montées de lait, flasque. Voilà. Après coup, je me dis, pourquoi t'étais si têtue? Pourquoi tu peux pas lâcher prise? Après, c'est moi. C'est comme ça que je suis. Je dois pas... Voilà, mais... on rate notre premier avion, on n'a pas nos affaires, j'avais pas de crème solaire, mon fils est brûlé comme une écrevisse, mon cheval, c'était vraiment des choses qui font que je me dis mais pourquoi, mais voilà, mes enfants, je pense qu'aujourd'hui ils savent que voilà, je suis obstinée et je vais au bout des choses et tout, mais évidemment le résultat n'a pas été ce que je voulais non plus, évidemment, j'ai pas fait un super dressage, j'ai fait un super cross et puis les 5 derniers obstacles, j'ai fait 4 des 5 derniers obstacles. Et je sens que physiquement et mentalement, j'étais pas encore sharp, j'étais pas de nouveau prête. Et là, après ce moment-là, je rentre à la maison et j'ai quelqu'un du COIV qui me dit « Je pense que tu dois aller voir quelqu'un pour faire du mental coaching. » Et j'étais là « Ok, de toute façon, ils pensent juste que je suis nulle et pourquoi je vais aller faire du mental coaching et tout ça. » Et j'étais là-bas avec les pieds de plomb. Je me suis dit « Bon, ok, ils vont pas me sélectionner si j'y vais pas, donc je vais y aller. » Et je suis arrivée là, et puis il me dit « Ah, pourquoi t'es là ?» Et puis on commence un peu à parler. Après, genre, 3 minutes, je pleure.
Je pleure. Et puis il me dit, pourquoi tu pleures? Et, je sais pas. Et noyée dans mes émotions et tout ça. Et puis après, voilà, on a travaillé un peu et tout. Et aujourd'hui, quand il me regarde et on n'a pas besoin de parler beaucoup, il me dit, ta force, c'est tes émotions. Parfois, c'est ta faiblesse parce que tu en es submergé, mais c'est ça qui te drive, c'est ça qui t'amène où tu vas. Et donc, parfois, tu peux pas t'en vouloir d'avoir cette rage de vouloir aller au concours, d'être au concours. Et puis, physiquement, tu n'étais pas prête, tu n'étais pas encore musclée, mais tu dois accepter ça. Mais tu peux pas t'en vouloir chaque fois que tes émotions t'amènent quelque part si le outcome n'est pas celui que tu voulais, si le résultat final n'est pas celui que tu voulais. Et ça, aujourd'hui, je comprends comment je fonctionne et donc j'accepte beaucoup plus parfois d'être un peu dérangée, d'être un peu têtue, mais c'est ça qui fait ce que je suis aujourd'hui et c'est ça qui fait aussi pourquoi je suis bonne. Mais parfois, gérer tout ça et essayer de canaliser, et je pense qu'il ne faut pas trop canaliser, il faut laisser un peu s'exprimer, mais comprendre pourquoi je réagis sur la défensive, tout ça, c'est aujourd'hui ce qui fait pourquoi je profite tellement de ma carrière en fait. Aujourd'hui, tu es une femme mariée avec des enfants qui vont à l'école, avec une vie tout à fait particulière d'athlète de haut niveau. Comment est-ce que tu gères tout ça? Alors moi, je le gère bien. Les profs à l'école, pas toujours très bien. Explique ça. Je sais pas si les profs deviennent un peu gauchistes et je sais pas si on peut dire ça comme ça sur un podcast, mais je m'en fiche. Parfois, quand je vais chercher mes enfants à l'école, je sens un peu le jugement. Vous n'êtes pas beaucoup présente, vous êtes beaucoup à l'étranger, vous êtes beaucoup au concours. Mais je pars du principe qu'avoir une relation qualitative est mieux qu'une relation quantitative avec mes enfants. Je pense que quand je les vois, vraiment, je partage énormément de choses avec eux parce que je prends de la place et que je suis là, ils sentent que je suis là et tout ça. C'est vrai que je suis souvent absente, mais je les appelle et tout ça. Mais je pense qu'ils savent que je suis heureuse et au final, rester à la maison juste parce qu'on a fait des enfants et que je serais beaucoup plus introvertie et moins heureuse, voilà, c'est un choix de vie que j'ai fait. Parfois, je me suis dit que j'en voulais un troisième et ça, c'est vrai. Un jour, ma mère m'a dit, t'as pas le temps d'en faire un troisième. Et c'est vrai que là, je peux pas toujours être 100% égoïste par rapport à eux aussi. Faire un troisième pour le laisser ici tout le temps et tout ça. Et puis après, donc là, j'ai dû choisir. Pas toujours chouette de choisir, mais au final, je trouve que 2 enfants, c'est génial. Ils sont trop gais. La pomme n'est pas tombée loin de l'arbre, dans les 2 cas. Donc ils ont énormément de personnalité. Et moi, je me sens vraiment épanouie aujourd'hui dans le rôle que j'ai, tant avec la casquette de cavalière que la casquette de maman. Si tes 2 enfants devraient te décrire, comment est-ce qu'ils te décriraient? Insupportable. Insupportable. Ma fille dirait toujours en retard, mais on n'a pas tort. Je pense passionnée. Et je pense qu'il dirait travailleuse. Voilà, faut leur demander. Ok. Et donc, chemin faisant, l'année passée, tu t'es retrouvée 2e au ranking mondial. Donc, c'est quand même vraiment des beaux résultats, tout ça. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Oh, une fierté. Une fierté, mais je ressens surtout que c'est moi qu'on met sur le piédestal, mais ça dépend de tellement de gens. C'est Lara Liedkerk, numéro 2 mondial, mais les chevaux, les propriétaires, ma famille, mes proches, mon mari, mes entraîneurs. Je trouve que c'est très difficile ce sport individuel en sachant l'équipe qu'on a derrière nous, en sachant tout le management, toutes les pleurs, les transpirations, enfin, tears and sweat qu'on a eu. Je trouve que c'est parfois un peu égoïste de juste parler de nous, mais je suis tellement fière de tous les gens qui ont cru en moi, de tous ceux qui n'ont pas baissé les bras quand les temps étaient plus difficiles. Et je suis super fière. J'espère pouvoir refaire et faire même mieux. Top, on attend ça avec impatience. Voilà. Du coup, voilà. Dis-moi, est-ce qu'il y a eu des moments clés dans ta carrière qui, peut-être en termes de résultats, on ne va pas chercher le résultat à tout prix, mais plutôt des moments clés en termes de ressenti que tu as pu avoir ou des souvenirs. Tu dis, OK, pour les autres, c'est peut-être anodin, mais pour moi, ça a été important. J'ai eu un moment clé à badminton en 2014 quand je termine 10e. Ça a été un concours, le badminton pour le concours complet, c'est la Mecque. C'est comme Wimbledon en tennis, c'est énorme. Et j'avais été là-bas avec mon grand-père qui il est décédé déjà il y a très longtemps, en 2006. Mais ça a été vraiment un rôle modèle pour moi. Il m'a poussée, il m'a donné, pour rajouter d'abord un autre moment, quand j'ai monté en poney, un jour j'avais fait une volte en plein milieu d'une prairie, il était à côté de ma maman. Il dit pourquoi elle fait une volte en plein milieu d'une prairie. Et alors, mais la coach lui a dit que si elle se faisait un peu emmener, elle devait faire une volte.
Et puis, quand je croisais une arrivée, il m'a dit « J'ai jamais vu quelque chose aussi stupide que de faire une volte en plein périphérie. Tu n'as vraiment aucun fighting spirit. Je ne sais pas pourquoi ta mère investit autant d'argent dans toi. » Déjà, elle investissait rien parce que j'avais un mauvais poney. Mais je trouvais ça d'une dureté et d'une méchanceté. J'avais juste exécuté ce que ma prof m'avait dit, quoi. Donc ça a été un premier moment qui a marqué ma carrière. Et pourtant, je l'admirais, mon grand-père. Donc j'avais été très déçue de l'avoir déçu. Et puis, on avait été à badminton voir le concours et j'avais vu Karine Nogars tomber. Il y avait eu toutes les bâches autour d'elle et tout. Et mon grand-père m'avait dit à la fin de la journée, est-ce que tu penses que tu feras ça un jour? Et j'avais dit non, jamais. Jamais, jamais. Moi, je ne ferai jamais badminton. Et puis, d'avoir eu un cheval pour y aller, d'avoir été... Puis d'avoir terminé 10e, c'était juste hors norme, quoi. Jamais attendu. Et du coup, je me suis dit qu'en fait, parfois, les planètes s'alignent. Parfois, si on croit dans ses rêves, parfois, si on y croit, parfois, les choses arrivent. Peut-être au moment où on s'y attend le moins, mais ça a été vraiment... en fait, I belong here, je fais partie de ces gens. Et ça a été vraiment incroyable, parce que ça a été après l'année 2012-2011 qui avait été très compliquée pour moi. Et là, j'avais vraiment... ça allait super bien, les chevaux allaient bien, les chevaux étaient en forme. Et puis, j'ai eu, en 2022, avec Hermione, j'étais au championnat du monde à Pratoni del Vivaro. On avait fait une bonne prépa, on était bien, et je saute le numéro 1, et après le 1, je me retrouve par terre. La jument par terre aussi. Donc, elle a marché sur son fer en sautant. C'est comme si quand on marche sur sa chaussure ou sur sa claquette ou quoi, on rate un peu la marche. Mais elle, en ratant la marche, elle a touché un obstacle qui est fixe. Et donc, du coup, elle a rotationné, elle est tombée. Et je me rappelle me retrouver comme ça, la tête comme ça sur le sol, voir le juge d'obstacle, et de me dire, c'est un cauchemar, je vais me réveiller. C'est pas possible. Je peux pas être tombée sur le 1, quoi. Et je bouge un peu ma tête et je vois Hermione qui part et qui galope. Et je me dis, putain, mais en fait, faut que tu te lèves, là. Et là, de nouveau, ça a été... J'ai un peu, et je pense que c'est dans toutes les carrières comme ça, des moments où tout va et puis des moments où ça va plus du tout. Et là, c'était un peu l'année 2021, j'avais été à Tokyo, j'avais pas terminé parce que mon cheval était blessé, j'avais été championne d'Europe, j'avais pas pu passer la dernière visite parce que mon cheval était aussi blessé. Puis là, je vais au championnat du monde, je me retrouve par terre après le numéro 1. Mon mari était sélectionneur, je le mettais dans une position où il me prend dans son équipe et je me retrouve par terre. À un moment, on se dit pourquoi et puis après, de nouveau, là, être un peu plus consciente de ses moyens, conscience de ses forces. Se dire que voilà, parfois on ne contrôle pas tout, parfois c'est comme ça. Parfois la vie nous offre plein de choses et parfois elle nous en offre un peu moins. Et prendre le temps, mais quand même, un jour rentrer à la maison et dire à mon mari si je ne réatteins pas le niveau de 2014, je veux faire un 3e enfant, je veux arrêter. Et là, c'est pas comme ma mère en 2011 où il sent que le doute s'installe, mais on prend le temps d'essayer de comprendre, essayer de recréer une vibe ou une énergie positive qui va faire que mon système va faire qu'on va régénérer quelque chose, on va remettre des choses en place, rebondir, repartir et faire que ces moments-là ont été mon grand-père qui a été méchant, puis badminton, et puis je dirais que c'est 3 moments qui ont été très primordiaux dans ma carrière. Ok. On parle toujours de moments primordiaux point de vue un peu négatif, parce que je pense que les moments négatifs font qu'on avance mieux qu'un moment positif. Un moment positif, c'est très bien sur le moment, mais après, on n'arrive pas vraiment à garder cette énergie positive pour toujours, alors que le négatif, c'est un petit bagage qu'on traîne, mais qu'on arrive à rendre de plus en plus léger et qui, je pense, est très bénéfique sur le long terme. En tout cas, apprenant. Voilà. Apprenant. Ok. Dis-moi, aujourd'hui, tu coaches d'autres cavaliers. Plus énormément, mais un petit peu, ouais. Quel est au niveau mental ce que tu peux retrouver comme étant la difficulté qui est récurrente, qui revient quand même souvent auprès des cavaliers que tu accompagnes ou alors, en fait, moi, j'adore plus trop donner cours parce que je suis très dans l'émotion quand je donne cours. J'ai besoin de comprendre la personne à qui je donne cours. Je suis un peu trop extravertie dans ma manière de donner cours. Je suis peut-être parfois pas assez factuelle. Donc ça, je connais mes faiblesses par rapport à être une entraîneur. Donc j'essaye maintenant de me focus moi en tant que cavalière et d'utiliser ça pour moi. Mais quand je donne cours à quelqu'un, je trouve que la majorité du temps, les cavaliers oublient que le cheval sent énormément ce qu'on ressent. Et que donc, à force de vouloir être dans le perfectionnisme et tout le temps pouvoir faire bien, d'abord, le cheval rentre dans ce schéma où de toute façon, le cavalier fait tout pour moi. Mais surtout, c'est un sport qu'on fait à 2. Et donc, il ne faut pas oublier qu'à un moment, pour moi, avec le cheval, on fait un peu, il fait un peu, parfois il fait une erreur, parfois nous.
parfois on fait tous les deux bien, mais d'accepter que c'est un sport qu'on fait ensemble et que donc il faut toujours essayer de comprendre pourquoi le cheval ne fait pas ce qu'on veut ou ne fait pas comme on veut. C'est juste souvent parce qu'on lui a mal expliqué. Et je trouve aujourd'hui que dans le monde humain aussi, on oublie principalement comment communiquer. Et je trouve qu'avec le cheval, quand on communique bien, en général, ça se passe bien. Donc c'est ça ce que j'essaye de manière le plus souvent, d'essayer de communiquer avec mes élèves, encore communiquer, mais d'essayer de bien essayer de donner cet échange, de pouvoir donner les bonnes informations claires au cheval pour que le cheval puisse répondre correctement à ce que le cavalier lui demande. Ok. Et donc, pour bien communiquer, tu sais, moi j'ai tendance à dire, pour bien communiquer, il faut bien se connaître déjà à la base. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des cavaliers qui ont envie de faire une carrière un peu comme la tienne, en termes de connaissance de soi? Pas avoir peur de douter. Je pense que c'est le doute et la remise en question est primordiale dans le sportif de haut niveau. Pas avoir peur de l'échec. C'est pas gai. C'est pas gai d'échouer, c'est pas gai d'être déçu, c'est pas gai. Mais pas avoir peur de décevoir les autres. Parce que les autres, en fait, ils sont contents quand on est content. Si on est content quand on a échoué, ils sont contents quand même. Et je pense que c'est ça qui est le plus important aujourd'hui, avec tous ces réseaux sociaux, cette vie de vitrine. On oublie parfois qu'on fait ça pour nous, on oublie qu'on fait ça pour notre propre plaisir. Et je pense qu'être athlète de haut niveau, c'est avoir cette passion, cette énergie qui nous prend dans les tripes, qui nous fait avancer. Et même quand on a un échec, la passion et l'énergie et la motivation nous continuent à faire avancer. Et pas paniquer quand parfois, évidemment, si ça ne va pas 3-4 fois, essayer de comprendre, essayer de poser les bonnes questions, mais accepter de s'entourer des bonnes personnes et ne jamais baisser les bras. Quel serait le challenge en termes de leadership pour toi, des choses que tu voudrais encore développer pour toi-même dans les années à venir? L'acceptation. Dans mon leadership personnel, c'est l'acceptation qui est mon plus gros problème, à tout point de vue. Point de vue des gens qui m'entourent, point de vue des chevaux qui viennent blesser, point de vue des entraîneurs qui me disent ces choses. Au moment T, j'aurais préféré qu'on me le dise à T+1. Avoir plus de faculté d'accepter que je dépends d'un monde où je ne peux pas tout contrôler encore. D'accepter que voilà, parfois la force c'est aussi de s'entourer des bonnes personnes, et les bonnes personnes peut-être ne disent pas ce qu'on veut au moment T, mais c'était peut-être à ce moment-là qu'on avait besoin de l'entendre. Et accepter aussi que, par exemple, quand on travaille dans la mienne comme une petite société avec des gens, que parfois peut-être que certaines personnes ne fonctionnent pas comme on veut, mais c'est pas pour ça que le travail n'est pas bien fait. De s'entourer de gens qui veulent au final la même chose que nous, et de croire tous dans les mêmes choses et dans la même vision. Tiens, du coup, tu me fais rebondir sur l'équipe qui est autour de toi. J'entends que c'est important pour toi, que tu en parles quand même de manière un petit peu récurrente. Cette équipe, pour qu'elle fonctionne bien aujourd'hui, qu'est-ce que tu mets en place? Le respect. C'est bête, mais je pense que le respect des gens avec qui on travaille et la compréhension des autres individus, mais surtout avoir une équipe complète, dans le sens que les forces de certaines vont être les faiblesses d'autres, qu'au final les chevaux ne vont jamais manquer de rien, et du coup moi je ne vais jamais manquer de rien non plus, que peut-être quelqu'un va plus observer comment le cheval fonctionne physiquement dans son mouvement, quelqu'un d'autre va regarder plus comment il fonctionne, il n'a pas l'air de bien dormir, il n'a pas l'air de bien manger, essayer d'avoir vraiment de gérer sur tout l'éventail de moi et du cheval, parce que moi aussi je fais partie de l'équipe, de voir, mon entraîneur va peut-être me dire, ok, t'es un peu tordu, est-ce que tu devrais pas aller voir le kiné, et essayer de travailler dans une équipe complète par rapport à tous les besoins des chevaux et à tous les besoins que j'ai moi et à tous les besoins que les membres de mon équipe ont besoin. Parce qu'au final, une harmonie, c'est comme ça, c'est que tout le monde se sente bien dans le système, et tout le monde, c'est les chevaux, c'est aussi les propriétaires, c'est aussi les sponsors, et essayer que tout le monde se sente heureux dans ce système et que donc les énergies restent positives et que donc on arrive à monter vers le haut, quoi. Quel serait pour toi le plus grand défi dans les années à venir? Maintenir mon niveau. Maintenir cette rage que j'ai, pas au sens péjoratif, vraiment cette rage de me lever le matin, de vouloir chaque jour comprendre un peu plus un cheval, chaque jour le faire évoluer, pouvoir continuer à partager ça avec mes proches, avec l'équipe que j'ai aujourd'hui, avec peut-être d'autres membres d'une équipe,
continuer à avancer comme on le fait aujourd'hui, sereinement, d'accepter les choses que la vie m'envoie et de continuer à grandir et me sentir épanouie dans mon sport, en fait, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que de faire tout le matin ce qu'on aime, enfin tous les jours ce qu'on aime, et de pouvoir se coucher et de se dire demain on refait la même chose. Et voilà, il y a toujours des petites frustrations de système, de sélection, d'équipes mises en place. Mais ça, c'est ça qui fait que la vie est un peu spicy et qui rend les choses encore plus attrayantes. J'entends souvent qu'un grand défi pour le cavalier professionnel, c'est de maintenir un équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Est-ce que tu as des petits trucs et astuces que tu pourrais donner aux uns et aux autres? Alors pour moi, ça a été très compliqué parce qu'en fait, quand mon mari est devenu sélectionneur de l'équipe, on a complètement brisé ça. Parce qu'en fait, mon mari qui est à moi, je devais le partager sur le professionnel aussi. Pas privé, bon, pas que je sache en tout cas. Mais je devais énormément le partager. Et donc, je me suis sentie vraiment, vraiment perdue au début. Parce que je perdais mon mentor, la personne qui est à côté de moi qui me serre la jambe quand je rentre en piste, qui me regarde, eye contact quand je sors de piste. Et en fait, j'ai dû accepter que c'est pas parce qu'il n'est pas là physiquement qu'il n'est pas là. Ou c'est pas parce qu'il n'est pas là physiquement qu'il n'est pas stressé pour moi. Donc ça a été vraiment une acceptation qu'en fait, notre force d'être noyau dur avec mon mari, on peut... je pense qu'il ne faut pas oublier ces valeurs qui sont dans le sport et au final les ramener à la maison aussi. Et pouvoir partager, évidemment, c'est difficile quand on a un sport qui est si... qui est combustible presque, de pouvoir pas partager avec quelqu'un à côté. Donc je pense que c'est très important de pouvoir partager ou qu'en tout cas l'autre comprenne les sacrifices, les enjeux, les déceptions, pas dire c'est qu'un cheval et tout ça, donc vraiment se sentir entendu. Mais à un moment, quand même, changer de casquette et mettre la casquette maman et essayer de se dire là, voilà, même si ma fille veut aller monter ou mon fils veut faire autre chose, on peut encore aller voir les chevaux, mais d'être plus centré sur pouvoir partager quelque chose en tant que maman avec mes enfants. Et ça, pour moi, c'est super important, vraiment d'un peu d'être structuré et organisé dans la manière dont on organise ses journées et de aussi même vis-à-vis de ses enfants. Là, je suis à cheval, là, j'ai cours, là, je travaille. Mais après, je viendrai et on pourra faire une histoire ou voilà, même leur expliquer à eux, parce que si eux comprennent, je pense que nous aussi, après, c'est plus clair pour nous quelle casquette on a à ce moment-là, quoi. J'entends que dans une vie d'athlète, la persévérance est quelque chose d'important. Mais à partir de quel moment est-ce que la persévérance devient de l'entêtement ou parfois dans certaines situations, en fait, les décisions qu'on a prises peut-être peuvent être aménagées pour avoir un meilleur résultat. Tu vois, pour moi, la nuance entre la persévérance et l'adaptabilité. Comment est-ce que tu vois les choses? Ça, c'est ce que j'ai dit plus tôt. L'acceptation, c'est pas mon point fort. Maintenant, aujourd'hui, je pense que quand on a des valeurs intrinsèques et qu'on suit ces valeurs, on sait si c'est juste ou pas. Donc au final, ça vient assez naturellement. Je pense que la persévérance est une clé, mais aujourd'hui, je dépends d'un athlète qui est... Sans cet athlète, je ne peux pas faire mon sport. Si moi, je me sens à 100% de mes moyens, mais que lui, il ne se sent pas à 100% des moyens, à un moment, on ne peut pas continuer, on ne peut pas avancer. Et on le sait. Quand on fait ce sport depuis tellement longtemps et qu'on connaît, après, il ne faut pas laisser le doute rentrer et penser que le cheval n'est pas bien parce qu'on a peur d'avancer. Donc, il faut se connaître, il faut être honnête suffisamment avec soi-même. Et c'est là, à ce moment-là, que je parle de valeurs vraiment intrinsèques. Je pense que c'est très important d'être juste avec soi-même, honnête avec soi-même. Et après, connaître son cheval et connaître... on est dans un sport, le concours complet, où je pense que par rapport au jumping ou au dressage, on est tous les jours avec nos chevaux. C'est nous qui vraiment... C'est vraiment pour moi la discipline la plus complète. Bon, évidemment, il y a les autres diront de leur discipline autrement, mais je pense qu'on connaît nos chevaux et qu'on peut être 100% honnête avec nous-mêmes. Et parfois, on va peut-être dire « Ah, c'est le stress, je le sens moins bien. » Mais OK, regarde-toi dans le miroir. Est-ce que ton cheval est moins bien ou est-ce que tu es stressé? OK, tu es stressé, alors tu travailles sur ton mental, tu travailles sur ta manière de... Il y a plein d'outils pour pouvoir, comme ça, travailler là-dessus. Par contre, si le cheval ne va pas bien, il ne faut pas essayer de s'obstiner et vouloir aller droit dans le mur. Et je l'ai fait quelquefois, j'ai fait des mauvais choix. Je pense que comme tout dans la vie, il faut les faire pour pouvoir comprendre, pour pouvoir se dire « Ah, j'aurais pas dû faire ça ». Les dire sans l'avoir fait, on aurait pu dire « Ah, j'aurais pu essayer ». Donc voilà, mais je pense que se connaître soi-même, c'est la plus grande force. Dis-moi, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour les années à venir? Continuer comme ça, à être aussi heureuse et aussi épanouie dans ce que je fais.
pour rien au monde je changerais ma vie d'aujourd'hui. Ok, j'ai encore évidemment plein d'objectifs sportifs, mais qui ne sont pas une finalité en soi. Je pense que si ça se met... L'année dernière, j'ai gagné un 5 étoiles, jamais de ma vie j'aurais cru que je l'aurais fait. J'avais aucune attente et au final, et c'est ça aujourd'hui que j'essaye de me dire, c'est que d'être heureuse, travailler mes chevaux, évidemment d'avoir des objectifs, mais pas une finalité en me disant je veux une médaille olympique ou si j'ai une médaille olympique c'est fantastique, mais peut-être qu'un jour j'aurai une médaille olympique et que mon cheval aura été blessé ou il y aura eu... C'est vraiment la manière dont tout va se passer dans ma vie, que tout se passe comme les derniers mois et d'accepter, voilà, beaucoup plus que j'essaye de tout mettre en place pour que tout se passe bien. Et puis si tout est bien fait, ben, ça se passera bien. Et puis parfois, il y a des choses qui font que ça ne se passe pas comme ça et c'est pas la fin du monde parce que de nouveau, c'est pas une finalité. Donc vraiment essayer de continuer à me connaître, continuer à me comprendre et continuer à m'entourer de gens qui pensent comme moi. Chouette tout ça. Dis-moi, on arrive tout doucement à la fin de notre petit moment. Qu'est-ce que tu en retiens? Je pense que c'est très important de s'ouvrir aux gens, d'exprimer peut-être parfois un peu ses faiblesses aussi, d'accepter que parfois on a fait des moments dont on n'est pas fier. Et je pense que si ça peut aider même qu'une personne, je suis très fière d'avoir aidé cette personne-là. Et il ne faut pas être trop pudique, avoir une pudeur trop importante. Évidemment, il ne faut pas s'ouvrir et laver son linge sale partout, mais je pense que c'est très important si je peux aider une ou deux personnes à essayer de comprendre leur fonctionnement, comprendre leurs doutes, et aussi dire que c'est pas parce que tout a l'air comme ça, même sur les réseaux sociaux ou même sans, qu'à l'air ma vie est si rose, qu'elle est si rose. Moi aussi j'ai des doutes, moi aussi j'ai des angoisses, moi aussi j'ai des conflits internes, et je pense que personne n'est une machine, personne n'est un robot, et essayer de se dire que voilà, je pense que c'est important de partager, important de comprendre. Et du coup, si j'ai même aidé une personne à écouter cette interview aujourd'hui, j'en suis très fière. Si j'en ai aidé un peu plus, c'est encore mieux. Si j'en ai aidé zéro, c'est pas très grave. Moi, je trouve ça chouette de parler de son expérience. Mais en tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'effectivement, ça va aider beaucoup de monde. Cool. De démystifier certaines choses et en même temps t'ouvrir comme ça, c'est juste... magnifique. Merci à toi en tout cas. Avec plaisir. Merci beaucoup Marina. À tout bientôt du coup. Si les vidéos que nous vous proposons vous intéressent, alors n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer quelque part ici autour de la vidéo pour rester connecté. Allez, à bientôt.